On va passer à la communication suivante que Thomas va nous présenter. Pour faire de suite, on va retrouver Jean-Cédric Reynaldo qui va nous parler de cyberattaque, comment protéger ses données et son activité face aux nouvelles e-menaces. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors nous, on va sortir de la communication, on va plus partir sur... devant le micro. Sur les menaces, pardon. Il fonctionne ce micro? Ouais. Parfois, il faut parler bien devant. Donc oui, on va plus partir sur les menaces qui pèsent de plus en plus sur tous les praticiens, surtout les praticiens libéraux, concernant leur système informatique et les données qu'ils possèdent au sein de leur système. Donc surtout sur les données des patients qui peuvent être donc piratées. Donc on va parler de cybersécurité et de cybercriminalité. Donc moi c'est Jean-Cédric Reynaldo, comme Thomas vient de le dire. Je travaille au sein de la direction des opérations de Branché. Donc nous sommes l'assureur des chirurgiens et des anesthésistes depuis plus d'une trentaine d'années. Donc à ce jour, nous accompagnons environ 7000 praticiens, toutes spécialités confondues. Et notre position d'assureur nous a amené à nous pencher sur les risques pas si émergents que ça. Ça fait une dizaine d'années que les pirates informatiques évoluent de plus en plus vite. Et pour aider nos assurés, nous avons déployé depuis l'année dernière une nouvelle solution à destination de l'ensemble des médecins exerçant en libéral. Donc peut-être que j'aurai le temps, je ne sais pas, de vous parler des solutions d'assurance en cybersécurité. Donc voilà, je voulais faire quatre parties sur les risques cyber, parler un peu des menaces, parce qu'on n'a pas toujours la notion de toutes les menaces qui sont liées au système informatique des praticiens. Ensuite, les conséquences. Il y a beaucoup plus de conséquences que ce qu'on pourrait penser généralement. Et ensuite, quelques bonnes pratiques pour se prémunir et pour minimiser ces risques. Et ensuite, éventuellement, parler de la couverture d'assurance qui a une réelle utilité. Ce n'est pas histoire de vous vendre quelque chose. Donc, ça fait une dizaine d'années que la cybercriminalité est bien implantée. Et la pandémie a accéléré dans toutes les strates de la société l'utilisation des outils numériques. Donc il y a une hyper-digitalisation. Il n'est pas rare que les praticiens puissent accéder aux dossiers de leurs patients depuis chez eux, depuis leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone. Et en fait, ça a ouvert beaucoup de portes à la cybercriminalité. Donc l'année dernière, bon, on ne voit peut-être pas, près de la moitié des entreprises ont connu une cyberattaque. Ça ne veut pas dire que la moitié des entreprises ont été impactées, ils ont pu arrêter si les informaticiens sont bons, mais la moitié des entreprises en France a connu une cyberattaque et les assureurs considèrent que les risques cyber sont le deuxième risque après les risques climatiques sur l'économie européenne. Donc ça va coûter excessivement cher à toutes les entreprises. Donc, parmi les entreprises, ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui sont attaquées principalement. Donc, on peut considérer logiquement que tous les praticiens en libéral sont des cibles potentielles pour les cybercriminels, les pirates. On remarquerait aussi que 7% de la cybercriminalité, enfin des victimes de cybercriminalité, sont les établissements publics de santé. Donc, c'est quand même assez conséquent et c'est assez récurrent. Qui sont les pirates? Ça, c'est pas inintéressant de poser 2 secondes là-dessus. Bien sûr, il y a des pirates dans leur chambre d'étudiants, ça, tel qu'on les voyait dans les années 2000. Quelques geeks qui ont envie d'intégrer les sites de la CIA. Mais maintenant, ces pirates, ils se sont spécialisés, ils se sont développés, ils se sont regroupés et on a affaire à des vrais professionnels de la cybercriminalité. En fait, il y a donc des objectifs financiers, bien sûr, pour soutirer de l'argent à leur cible, mais il y a aussi du cyberespionnage et parfois, il existe des cyberactivistes et même des cyberterroristes. Bon, les praticiens, on est plus sur, on le verra après, sur une notion de soutirer de l'argent. Voilà.
Les mafias aussi se sont vraiment organisées et ont développé des organisations multinationales et des vrais écosystèmes parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent, voire même beaucoup plus que certaines de leurs activités habituelles. Et donc, en fait, les mafias et, par extension, certains États pas très regardants ont développé des vraies activités de cybercriminalité. Et quand on parle aussi de cybercriminels, malheureusement, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a de la cybercriminalité d'opportunisme, c'est-à-dire un salarié, un prestataire qui va détourner les données d'une entreprise. Donc ça, pour les médecins, on n'y pense pas obligatoirement, mais ça peut être le cas, donc il faut aussi faire attention à ça. Les données que vous avez sont cruciales, primordiales. On en parlera tout à l'heure avec le RGPD notamment. Et il faut vraiment faire attention aux attaques extérieures, mais aussi aux attaques de l'intérieur. Toute cette cybercriminalité, elle croît sur l'absence ou sur la mauvaise législation. Les États ont la plus grande difficulté à s'entendre pour faire une police, une cyberpolice, on pourrait appeler ça. Et en fait, il est compliqué de localiser les pirates informatiques, qui sont souvent à des milliers de kilomètres de leurs victimes, de prouver leur implication et de les traîner devant les tribunaux. Donc, quel que soit l'État, pour l'instant, on est on est dans une situation dans laquelle il vaut mieux se protéger. Il faut vraiment mettre l'accent sur la protection parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la police ou le système judiciaire vous protège. Donc ça, c'est assez primordial, malheureusement. Quel est l'objectif donc de ces pirates? Concernant les médecins, concernant les médecins libéraux, on peut voir 4 objectifs qui sont tous des objectifs financiers. Je reviens. Il est rare qu'il y ait des objectifs autres que financiers. On peut quand même noter que le vol des données de la PHP en mai 2020, des 1 million de données patients, c'était plus de l'activisme anti-pass sanitaire. Mais bon, ça, c'est assez rare pour les praticiens. Donc, en fait, il y a 4 grands modes opératoires. Donc, il y a la cyberextorsion. L'idée, c'est de bloquer tout le système informatique du cabinet médical, par exemple. Donc, de le bloquer ou de menacer de le bloquer en cryptant les données et ensuite en demandant une rançon dans le but d'obtenir de l'argent, enfin, une rançon contre les clés de décryptage. Il y a aussi de la cyberfraude. Donc, c'est moins visible, mais les pirates peuvent intégrer votre système informatique et vous voler des identifiants, essayer de déclencher des facturations, de vous prendre de l'argent vis-à-vis de votre banque ou en changeant le RIB d'un prestataire et vous allez payer le prestataire, en pensant payer le prestataire, vous allez en fait envoyer de l'argent au Caïman ou dans un paradis fiscal où vous ne saurez pas comment le récupérer. Il y a le vol de données. Donc, le vol de données, ça fait un peu fantasmer parce que vous avez des données médicales, vous avez des données qui sont quand même assez cruciales, mais les données ne se vendent pas si cher que ça sur Internet et les pirates le font de moins en moins. Un code de sécurité sociale, ça vaut environ 5 €. Les données les plus intéressantes et qui ont le plus de valeur sur Internet, ce sont surtout les données par rapport au passeport et par rapport aux cartes d'identité. Donc ça, en fonction du pays, ça peut aller jusqu'à 1 500 € pour essayer de falsifier un passeport. Mais bon, il y a quand même du vol de données. Ça permet à certaines personnes de faire des fausses identités pour obtenir, par exemple, auprès de la sécurité sociale, pour obtenir le paiement de prestations sociales. Donc ça, c'est quand même régulier. Et les données que les médecins possèdent permettent de faire ça assez rapidement. Un autre mode de piratage des ressources informatiques des praticiens, c'est le fait d'intégrer des virus qui vont miner des crypto-monnaies. Donc, apparemment, 42% des ordinateurs professionnels en France contiendraient ce genre de virus. Et donc, ça amoindrit les capacités de ces ordinateurs et ça va jusqu'à les faire planter. Donc, ça peut vraiment coûter cher
à une entreprise. Donc voilà pour les objectifs. Comment ils font? Eh ben, ils passent par des virus qu'on appelle des malwares. Ce sont des logiciels qui sont développés dans le but de nuire au système informatique, bien entendu sans le consentement de l'utilisateur. Ces malwares, quand il s'agit de demander une rançon après avoir crypté les données, ce sont des ransomware. Ces petits virus sont facilement achetables sur le dark web. Donc, si j'ai envie d'attaquer une entreprise, je vais sur le dark web, il y a des virus pour pas cher. Enfin, ça va d'une dizaine d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de la qualité du pouvoir de nuisance de ces logiciels. Et donc, la porte d'entrée principale de ces virus, ce sont les emails que nous recevons tous chaque jour, dont certains, la plupart, passent dans nos spams, mais certains sont tellement bien faits, on a l'impression que c'est notre banque, que c'est l'administration qui nous envoie une demande, et il arrive tous les jours que des gens ouvrent les pièces jointes et déclenchent l'installation de ces virus. Donc ça, c'est la situation la plus courante à l'heure actuelle. Donc c'est une situation qui est quand même assez facile à éviter. Il arrive aussi qu'il y ait des vols d'identifiants. Il arrive que des tiers rentrent dans le système informatique, notamment du fait de failles dans les logiciels que nous avons tous sur nos ordinateurs. Nous verrons comment se prémunir contre ça. Il arrive aussi qu'il y ait des attaques directes par les pirates, mais c'est de plus en plus rare. Ils préfèrent avoir des bots, comme on disait tout à l'heure, des petits robots qui attaquent des centaines d'entreprises à la fois et qui essayent de rentrer dans leur serveur. Donc, ce dont je parlais, c'est ça. Le phishing, c'est le fait d'envoyer des mails, d'utiliser les messageries électroniques pour intégrer des virus. Il y a les intrusions et il y a des attaques. Bon, ça, c'est pas super important. Sont ciblés les serveurs de l'entreprise, voire les serveurs dans le cloud, les sites Internet, les erreurs de salariés, comme on vient de voir, s'ils ouvrent une pièce jointe. Les appareils mobiles sont aussi des portes d'entrée assez importantes de virus. On considère que tous les appareils mobiles, il ne faut pas se connecter en Wi-Fi sur des réseaux non sécurisés, ce qui se fait quand même assez régulièrement. Voilà. J'essaie de faire vite parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps. Sinon, on pourrait passer très longtemps sur chaque... Tu as un chronomètre qui te dit le temps qui te reste. Oh mon Dieu. J'ai mis quelques exemples quand même, parce que les praticiens libéraux sont attaqués. On a très peu d'exemples parce qu'il y a très peu de publicité sur les attaques des petites entreprises. On a plus d'exemples sur les attaques des établissements. Et les attaques, elles peuvent être d'intensité différente. Et par exemple, en 2017, il y a quand même un tiers des hôpitaux anglais qui a été bloqué pendant plus de 2 semaines suite à une attaque de grande envergure, et ainsi qu'un grand nombre de cabinets médicaux. Parfois, malheureusement, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est quand même, ça peut être gravissime, parce qu'il y a un hôpital en Allemagne qui a été attaqué, et ça a conduit au décès d'une patiente qui n'a pas pu être opérée en temps et en heure, sachant qu'en plus, les pirates voulaient attaquer l'université de Düsseldorf et pas l'hôpital. C'est quand même assez pathétique. En France, rien qu'en 2021, il y a quand même 4 centres hospitaliers qui ont été attaqués consécutivement, avec des arrêts qui ont pu aller jusqu'à 2 semaines. Donc, ça concerne des centres hospitaliers, ça concerne des cliniques, et ça concerne par ricochet tous les praticiens. Quelles sont les conséquences? Alors là, il y a un petit schéma qui vous montre qu'il y a beaucoup plus de conséquences que ce qu'on peut penser suite à une attaque. On va rentrer un peu dans du juridique une nouvelle fois, mais je vais vous lister rapidement les principales conséquences pour des praticiens libéraux. La rançon,
On a des données qui nous disent que les rançons sont comprises pour les petites entreprises, donc pour des praticiens libéraux, entre 10 000 et 50 000 euros. Mais ça augmente chaque année. En fait, ça augmente perpétuellement et rien n'empêche un pirate de demander une rançon de 200 000 euros s'il en a envie. Ça ne veut pas dire qu'on incite à les payer, bien au contraire. Pour les centres hospitaliers, les rançons demandées se situent entre 50 et 150 000 euros. C'est quand même pas négligeable. Tous les experts s'accordent à dire qu'il ne faut pas payer la rançon, parce que ça n'a aucune utilité et c'est même contre-productif parce que quelqu'un qui paye une rançon risque plus d'être réattaqué et pour qu'on lui redemande une rançon. Donc statistiquement, ça n'a aucun intérêt. Malgré ça, la moitié des entreprises payent la rançon. Ils payent la rançon parce qu'ils espèrent que leur informatique sera débloquée plus rapidement. Ils espèrent aussi récupérer des données qu'ils ont omis de sauvegarder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la temporalité, une fois que le système est bloqué, les cybercriminels, ils forcent la main. Ils menacent de divulguer les données et ils menacent même de prendre contact avec des médias. Donc en fait, il y a un sentiment d'urgence et de stress qui fait que les rançons sont payées et que malheureusement, on n'est pas prêt de voir s'arrêter ce genre de piratage. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les États ont commencé à légiférer, la France notamment, et la France a demandé aux assureurs français de ne plus payer les rançons. Il faut savoir que les assureurs anglo-saxons proposent, si leurs experts estiment que ça pourra débloquer de façon sûre la situation, les assureurs anglo-saxons payent encore les rançons. Dans de rares cas, les assureurs français n'ont pas le droit de payer les rançons pour éviter l'effet boule de neige et l'effet d'aubaine qui ferait que les pirates continueraient. On n'a pas encore de données là-dessus, mais on est sûr que les rançons sont encore payées sans passer obligatoirement par les assureurs. Donc la première chose qu'on paye quand on est piraté, c'est la rançon. Ensuite, on paye assez cher, ce qu'on ignore un peu, la mise en sécurité du système et la restauration du système. En fait, ce qu'on fait en règle générale, c'est on s'est fait attaquer, on appelle son informaticien et l'informaticien va envoyer plusieurs de ses collaborateurs pour nettoyer les ordinateurs, voire en changer si les ordinateurs sont abîmés irrémédiablement. Et par exemple, pour l'hôpital d'Arles, dont on parlait juste dans 2 slides avant, ça leur a coûté plus de 100 000 euros pour réparer l'intégralité de leurs ordinateurs et de leur système. Donc ça aussi, ça coûte assez cher. Et ensuite, une fois qu'on a tout bien remis en place, c'est pas fini. On peut penser qu'on continue son activité tranquillement, mais en fait, il peut y avoir d'autres frais qui se surajoutent à tout ça. C'est pour ça qu'il faut appeler son avocat, il faut appeler un conseil, et l'avocat va voir si on est soumis à une obligation légale de déclaration du piratage. Parce que le RGPD, le règlement général sur la protection des données, donc règlement européen, ce n'est pas une loi, mais il a été intégré dans notre arsenal législatif en 2018. Et ce RGPD parle du droit à la protection des données personnelles. Et en fait, les médecins possèdent énormément de données personnelles. Donc, quand un praticien se fait pirater son informatique, il doit, sous 72 heures, faire une déclaration à la CNIL, Commission nationale sur l'informatique et les libertés. La CNIL va décider, va estimer la gravité des faits et peut demander aux praticiens de notifier à chacun des patients qui a des données qui ont été volées ou perdues, de faire une notification. La notification, elle peut se faire par mail, mais on peut demander à ce qu'elle soit faite par courrier recommandé. À 5 € le courrier recommandé, je ne sais pas combien de données patients chaque praticien a. En moyenne, un chirurgien, il voit 1200 patients dans l'année. Un chirurgien avec 10 ans d'ancienneté, ça fait 12 000 patients. 12 000 fois 5 €, on est à plus de 100, on est à 60 000 € de courrier recommandé. Ça fait un peu cher. Bon, c'est pas tout le temps la situation, mais ça a un coût.
La CNIL peut demander aussi de mettre en place un centre d'appel aux frais du praticien s'il a beaucoup de patients, pour que les patients puissent être informés de leurs droits, notamment à propos de leurs données. Et j'en suis qu'à la moitié de ce que je voulais vous dire. Et la CNIL peut demander à ce qu'il y ait un monitoring de surveillance, notamment sur le dark web, pour voir si les données des patients ressortent pour être revendues. À savoir, si on ne se met pas en conformité justement avec les recommandations de la CNIL, on peut avoir une amende, et la CNIL a prononcé 2 amendes de 3 000 et 6 000 euros à l'encontre de 2 de vos confrères pour avoir insuffisamment protégé les données personnelles de leurs patients et ne pas avoir notifié une violation de données. Donc ce sont encore des coûts qui se surajoutent. Et l'établissement, si l'établissement dans lequel vous exercez se voit pirater depuis votre système informatique, vous avez amené votre ordinateur pour travailler dans l'établissement, vous vous êtes connecté au réseau de l'établissement peut se retourner contre vous pour surtout l'assureur de l'établissement, si l'établissement a connu des pertes et des dommages. Les patients dont les données ont été volées, s'ils retrouvent leurs photos tout nues sur Internet, ils peuvent vous demander des dommages et intérêts aussi. Le piratage, ça va très loin et ça a beaucoup de conséquences. Bien entendu, une des conséquences peut être la perte d'honoraires si vous mettez 2 semaines à reprendre une activité normale. Ça arrive aussi. Et bien sûr, la perte de temps. Tu veux nous dire quelques mots de conclusion, si tu es à la moitié de ton tour, tu vas revenir. On a fait une petite estimation sur un piratage rapide par ransomware, ça a coûté 45 000 euros. D'accord. Les bonnes pratiques, vous avez des guides de bonnes pratiques qui sont édités par la CNIL, par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, par la HAS, par l'Ordre des médecins. Ces bonnes pratiques, elles sont assez simples à mettre en place et nous, assureurs, on vous demande de les mettre en place avant même de vous assurer. Je pense que c'est faire un petit audit de son système informatique et de la sécurisation de son système informatique, c'est quelque chose qui est un peu récent. Il y a très peu de praticiens qui se posent ce genre de questions. Ils pensent que leurs informaticiens sont totalement calés, mais ce n'est pas le cas. Donc ce petit audit, c'est un temps qui n'est pas inintéressant pour gérer la sauvegarde des données, pour cloisonner les systèmes d'information, pour qu'il y ait le moins d'informations possible qui puissent fuiter en cas de vol, par exemple, des accès d'un secrétaire, d'une infirmière. Et si tout est bien cloisonné, on peut éviter la grosse catastrophe. Le maintien à jour des logiciels, c'est basique, mais en fait, les pirates utilisent toutes les failles de sécurité de tous vos systèmes. Donc Windows, tous les logiciels que vous utilisez, il y a des patchs de sécurité, des mises à jour qui sont édités assez régulièrement, quasiment, peut-être pas quotidiennement, mais au moins une fois par mois. Il faut les mettre à jour. Il faut sensibiliser les équipes, notamment sur cette histoire de phishing. Donc, ne pas ouvrir les mails frauduleux, ne pas utiliser des clés USB qui n'auront pas été contrôlées par vos informaticiens et éviter de se connecter avec un téléphone qui n'est pas un téléphone professionnel. Et éventuellement, mettre avec son informaticien en place un plan de continuité d'activité pour pour savoir ce qui va se passer, pour prévenir ce qui va se passer si votre système informatique est bloqué. Et voilà. Et donc, je finis rapidement sur l'assureur. Même la CNIL et l'ANSSI disent n'hésitez pas à vous assurer, parce qu'en fait, l'assureur, il a déjà mis en place toutes ses expertises. Il a les avocats, il a les communicants, il a les experts en informatique qui peuvent vous faire gagner du temps. Parce que moi, demain, je me fais attaquer, je ne sais pas vers qui me retourner. Je ne pense pas que les médecins sachent vers qui se retourner. S'il y a un assureur, ça permet de mettre en œuvre toutes les réponses à l'incident pour que l'incident soit clos le plus vite possible. Personnellement, nous assurons tout ce dont je viens de vous parler. Un peu plus encore, il faudrait du temps pour pouvoir en parler. Et on assure aussi, pour l'instant, tant que c'est encore autorisé, éventuellement la rançon. Donc la rançon et les pertes d'exploitation éventuelles suite à un piratage informatique. Et ça coûte 396 € pour un praticien, mais ça peut aller beaucoup plus loin en fonction de la taille du cabinet et du nombre d'associés. Merci beaucoup. Revue très complète du cyber-risque. Il y a Hubert, prends le micro. Tiens, le micro. Question.
Oui, alors donc c'est un nouveau chapitre de mon logiciel et moi. Je veux dire par là que si je comprends bien, notre éditeur de logiciel, il est responsable des données qui sont dans le logiciel. Non, si les données sont accessibles, par exemple, de l'extérieur du cabinet, par exemple de chez soi, là, c'est notre responsabilité d'avoir une filière étanche. En fait, vous avez une responsabilité en tant que collecteur de ces données. C'est pas parce qu'elles sont hébergées par un éditeur de logiciel que le praticien n'a pas de responsabilité directe. Le patient, il va se retourner vers le médecin et le médecin, il ne pourra pas dire oui, mais c'est pas moi qui n'ai pas fait le nécessaire. Le logiciel, il garantit le fait que nos données sont dans notre cabinet protégées. S'il y a une attaque, je veux dire, nous, on ne peut pas être responsable de la boîte qui a acheté le logiciel. Du logiciel, non, mais éventuellement de votre informatique. Parce qu'en fait, le logiciel, vous l'atteignez à partir avec vos codes, avec vos mots de passe et votre identification. Mais si un virus est implanté dans votre ordinateur, c'est totalement indépendant de ce que l'éditeur de logiciel peut contrôler. Et le virus peut, par une faille, reprendre les identifiants d'un de vos collaborateurs ou de vous-même et rentrer dans le logiciel. Il y aura une responsabilité partagée. Il est évident que l'éditeur de logiciel doit protéger les données du mieux qu'il peut. Il doit les héberger chez un hébergeur de données de santé agréé par la HAS, bien sûr, mais on ne peut pas se couper de toute responsabilité, notamment vis-à-vis du RGPD, parce que vous êtes collecteur de données de santé et responsable de ces données aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'on va terminer la session par, et merci encore une fois, bravo.